Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture où nous allons parler cette semaine de musique et de grande musique. Nous venons de commémorer les 150 ans de la création de Carmen et de la mort de son compositeur Georges Bizet. L'occasion de se demander pourquoi cet opéra demeure un des plus populaires au monde aujourd'hui encore. Autre succès, autre anniversaire. Il y a 300 ans étaient publiées les 4 saisons. Je demanderai à mes invités si leur immense notoriété n'a pas fini par éclipser le génie propre de cette œuvre et le reste de l'œuvre de Vivaldi. Et puis en fin d'émission, nous ferons un petit tour d'horizon des festivals, albums et concerts à ne pas manquer selon mes invités dont vous allez tout de suite découvrir le nom et le visage après le générique. Bonjour Jacqueline Thuilleux, vous êtes critique musicale, notamment à concertclassique.com et au Figaro Magazine, trop peu souvent. Bonjour Bruno Guermont-Pré, vous êtes aussi critique musicale au Figaro Magazine, vous êtes aussi directeur des éditions musicales de Radio France et président des Victoires du Jazz. Bonjour Laure d'Autriche, vous êtes chroniqueuse sur Europe 1 tous les matins, on vous entend 7h23 de vous plonger dans les archives d'Europe 1 pour les enfants d'Europe et vous nous faites revivre des événements de ces dernières décennies suivis par Europe 1. Vous êtes aussi musicologue, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, ces musiciens qui ont fait l'histoire et également un récit biographique sur Paganini, le musicien du diable, 2 livres parus aux éditions Talendier, et vous êtes aussi violoniste, ce qui nous sera d'un grand secours pour parler de Vivaldi tout à l'heure. On commence plutôt par Bizet. Le 8 mars 1875, à 2 pas d'ici, à l'Opéra Comique, était donné pour la première fois cet opéra, inspiré d'une nouvelle de Mérimée, avec dans le rôle titre une mezzo-soprane du nom de Célestine Galli-Marié. Le succès n'a pas été immédiat. Je crois que la première... un échec, même sifflé. Ah oui, mais il est arrivé assez vite, et malheureusement, après la mort de Bizet, qui a disparu quelques semaines, donc il n'a pas vécu le triomphe de cet opéra, triomphe international, universel, et qui continue aujourd'hui encore. Ce sera ma première question à vous trois. Comment vous expliquez que cet opéra, aujourd'hui encore, d'abord son succès à la fin du XIXe siècle, et aujourd'hui encore, et dans le monde entier, Jacqueline? Alors, son succès à la fin du XIXe siècle, après l'échec du début, je pense que ça rompait, si vous voulez, avec le caractère gigantesque des héroïnes romantiques, que ça apportait une espèce un regard neuf avec une certaine sécheresse coupante. Moi, je sais que, par exemple, je n'ai jamais envie d'aller voir Carmen, jamais, parce que je l'ai trop vu, trop entendu, c'est trop rabâché, etc. Et que chaque fois que j'en sors, je suis bouleversée. Toujours, je suis écrasée. Ça commence lentement, je dirais paisiblement, traditionnellement, et puis progressivement, les choses se resserrent avec une force dramatique telle. En plus, il n'y a pas les élans vertigineux, les sopranos habituels, etc., qui font que l'opéra peut avoir un côté à la fois somptueux, un peu ridicule, quelquefois. Là, on arrive vraiment au seuil d'un drame qui est traité d'une manière à l'os, complètement à l'os. Donc, évidemment, tout le monde s'y retrouve. Le personnage, dire qu'il est moderne, de nos jours, je ne sais pas, parce qu'avec les sites internet de rencontres, que Carmen change d'amant tous les 3 jours, ça laisse tout le monde totalement indifférent. Ça n'est pas une grande aventure. Alors, moi, ce qui m'a toujours étonnée aussi par rapport au scandale de Carmen, il y a eu le scandale d'Hernani, le scandale du Sacre du Printemps, le scandale de Carmen. Entre les deux, le scandale voilà. de Et Carmen. que 5 ans avant, il y avait eu la Valkyrie de Wagner, et que la Valkyrie de Wagner repose exclusivement sur l'inceste. Mais ce n'est pas ça qui a déclenché les scandales, c'était plutôt les histoires d'argent avec Louis II, Munich, les exigences du compositeur, des propos sur l'art, de l'avenir, etc. Mais pas tellement sur la teneur du sujet, qui est bien plus méchante que le sujet de Carmen. Qu'est-ce qui avait déclenché la polémique avec le Carmen pour qu'il soit sifflé alors défendu par Tchaïkovski et Nietzsche, par exemple, oui, bien sûr. Mais sifflé à la première par le public? Parce qu'elle n'a aucune morale, et qu'à cette époque-là, dans l'opéra, il fallait tout de même
que l'opéra soit un peu le reflet d'une société qui punit les méchants, qui est son cas d'ailleurs, puisqu'elle est punie aussi. Mais donc, le fait qu'on le voit partout après, cette sobriété, cette simplicité, et moi, je suis toujours émerveillée par la façon dont Bizet finit son œuvre d'une manière abrupte, sèche, un peu comme les derniers coups d'Electra de Strauss, qui sont quelques coups de boutoir, et contrairement à Wagner qui finit en s'élargissant, en s'enfonçant, en filant vers l'infini ou le néant, chez Bizet, au moins, schlac, c'est fini. Bruno Guermont-Pré, votre analyse du succès à l'époque, c'est aussi peut-être l'exotisme, le côté hispanisant, ces beaux costumes qu'on... C'est un effet recherché, évidemment. Ouais. La nouvelle n'y est pas pour rien. Moi, j'expliquerais quand même... alors, il y a une qualité des airs. Hein, c'est une partition, d'ailleurs, qui est tout de suite relevée comme étant difficile. Les interprètes, à l'époque, ont énormément de mal à la fois à interpréter la musique et à jouer les rôles, qui demandent vraiment... c'est une tragédie puissante, parce que du théâtre, violente, et du théâtre aussi. Alors, évidemment, la machinerie à l'époque n'était pas du tout au point. On raconte que les décors ont été mis avec beaucoup de difficultés entre les scènes, ce qui fait que ça a été tellement long que les gens partaient, la salle s'est vidée en fait du fait de... Il y avait des entr'actes involontaires en fait. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté de mise en scène. Ouais. Et puis la qualité des airs. Enfin, c'est aussi la force de Bizet. On le voit quand on connaît un petit peu l'œuvre, son don pour la mélodie, pour la manière de mettre en relief le livret, les paroles. Enfin, les grands airs de Carmen sont à la fois des tubes, pas si faciles que ça à exécuter, mais aussi des évidences. Donc, je pense que c'est ça qui crée la pérennité de l'œuvre, évidemment. Et un très beau livret aussi. Hein, je pense que c'est aussi à l'époque. Les livrets sont pas tous équivalents hein, dans l'opéra comique. Alors, opéra comique, là, pour le coup, il n'est pas comique. Oui, mais qui a basculé. Mais qui est conçu comme un opéra comique au départ, mais très vite, vu le sujet... Tout le malentendu avec le public. Et alors, à l'époque, on va voir les images, d'ailleurs, puisque l'opéra de Rouen, on en avait parlé d'ailleurs dans cette émission, a repris tel quel, avec les costumes et les décors de l'époque, l'interprétation du Carmen de Bizet. Ça participe quand même aussi de l'originalité, de la singularité et de la pérennité de l'œuvre. Cet exotisme qui nous paraît peut-être un peu cheap aujourd'hui, mais qui à l'époque était... Oui, c'est ça. L'Espagne aussi qui transparaît. L'Espagne plus réelle, plus réaliste aussi chez Bizet. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée qu'on ne fait plus des opéras en parlant de héros mythologiques, mais les passions humaines. Voilà. Et contemporaine, en fait. Et contemporaine, une séductrice, le thème de la jalousie, les rapports humains entre femmes et hommes, effectivement les décors assez modernes pour l'époque, les tenues, les costumes, tout ça, ça joue. Et je suis d'accord aussi, la qualité de la musique, quand même. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'œuvre est parmi les plus jouées au monde, c'est la qualité des mélodies, les mélodies populaires, les mélodies qui restent dans l'oreille. Il y a bien sûr les airs très connus, mais si on prend tout l'opéra, il y a au moins 5 airs, 10 airs qu'on retient. Donc il a cette capacité à envoûter, et ça vraiment, au-delà du sujet, pour moi, c'est la musique qui fait que l'opéra est toujours ce qu'il est aujourd'hui. Et puis l'interprète, à l'époque Célestine Gallimarié, qui a transformé réellement ce qu'avait écrit Bizet. Qui a demandé à Bizet d'arranger... L'amour est un rebelle, c'est aussi adapté à sa personnalité vocale et personnalité tout court. Je crois qu'on prête une relation d'ailleurs entre Bizet et c'est bon. Et on a essayé même de lui trouver des ancêtres bohémiens pour comprendre. Ah oui, pas sûr que ce soit le cas, mais l'exotisme aussi de bohémien, qui a un mot en plus valise un peu flou. Hein, qu'est-ce qui vient faire la bohème? On mieux dire gitan. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Ça fait partie de l'exotisme du. Voilà. Je crois que c'est la partition originale. Je crois que Bizet a écrit 1200 pages de partition pour l'œuvre. Donc il a aussi eu lui-même, je pense, conscience de la difficulté de la mise en œuvre de cette pièce, et ça participe évidemment de sa richesse. Hein. Et évidemment, la figure aussi
de la femme, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui une femme puissante. Je crois que c'est un terme. Moi, j'ai toujours été étonnée par la richesse de son costume. On a vu il n'y a pas longtemps les bijoux de scène de l'opéra. Dans une exposition, il y avait un tableau montrant Gallimard avec tous ses affutiaux, dirais-je. Et j'ai toujours été étonnée que Carmen puisse s'habiller aussi richement. Parce que c'est une ouvrière. Une ouvrière, oui. Voilà, donc après, il y a toutes sortes de mises en scène qui ont pris cet élément en compte et qui l'ont mise dans des tenues beaucoup plus simples. On l'a vu dans tous les oripeaux possibles, Carmen, évidemment. Mais le fait de l'avoir avec des grandes robes rouges à traîne comme les très belles danseuses de flamenco ou comme les très riches dames qui allaient au corrida, m'a toujours surprise parce que c'est une pauvre, c'est une ouvrière. Donc... Mais je reviens sur Célestine Gallimard parce que là, à l'occasion des 150 ans de la création de Carmen, on a enfin redécouvert qui elle était. Il y a même un album qui lui rend hommage. Et alors, quelle chanteuse quand même, Célestine Gallimard. Elle a 37 ans quand elle incarne le rôle de Carmen, donc à la création. Donc elle n'est pas une jeune première. Oui. Elle est déjà à un âge où on joue les rôles de mère, parfois à l'opéra. Là, elle a 37 ans, ça surprend. Et elle ne correspond pas du tout à la chanteuse lyrique classique. Elle a une voix qui est qualifiée d'un peu rugueuse, des manières aussi pas du tout coquettes, pas du tout féminines, du tout. Et d'ailleurs, dans les rôles qu'elle a interprétés auparavant, jamais on salue sa douceur, sa beauté, finesse, sa délicatesse. Ouais. C'est une femme brune avec de grands yeux noirs, qui a du tempérament, et ça joue un rôle énorme dans la création de Carmen. D'ailleurs, quand ensuite le rôle va lui être retiré, l'opéra va perdre aussi de sa substance, parce que Carmen, c'est elle. C'est elle, et elle veut aussi faire de son personnage une femme active, pas seulement une femme passive qui subit le désir des hommes, mais qui est là en séductrice. Et Célestine Gallimard a joué vraiment un rôle très important pour ça. Oui, Jacqueline, je disais, il y a un album qui rend hommage à Célestine Gallimard. C'est-à-dire qu'il y a le livre de Patrick Taïeb, qui est excellent et qui décrypte vraiment toute la composition et le mythe de Carmen d'une manière extrêmement pointue, raffinée, et alors qui m'a éclairé sur un sujet qui me troublait toujours, c'est que Carmen est poignardée de dos. J'ai vu toutes sortes de ballets où elle était poignardée de dos, notamment la grande Maya Plisetskaya. Elle le faisait au Bolchoï, et ça m'a toujours choquée que Carmen soit poignardée de dos. Pour moi, Carmen, elle doit aller de face sur le poignard. C'est son destin. Et elle est effectivement poignardée de dos. Alors, le livre de Patrick Taïeb éclaire tout à fait cet élément, qui est surprenant, parce qu'on ne l'imagine pas. Et puis, il y a cet album d'Eva Zaïsik, qui est rebelle, qui rend hommage à cette mezzo-soprane. Qui est très absolument, réussie. Qui est magnifique. Ouais, je trouve qu'elle a offert la diversité des rôles aussi de son sujet. Non, c'est un disque tout à fait intéressant. On connaît les qualités de la chanteuse, qui sont de plus en plus évidentes et mises en avant dans plein de grandes productions. Là, c'est un sujet qu'on lui a proposé, que son label je crois que c'est le label et le Palazzetto qui lui ont proposé le sujet dont elle s'est emparée avec une grande sincérité. Parce que le Palazzetto, fait toute une commémoration. C'est le banquet au Palazzetto, parce que c'est le cœur de la vocation aussi de la fondation. Il y a un très beau, c'est pas un coffret, c'est un livre-disque avec beaucoup de matériel inédit, des choses qu'on n'avait jamais vues vraiment au disque. Le Jamilé, qui est un opéra comique du début de la carrière vraiment de Bizet, des mélodies, des œuvres pour piano. Il faut savoir que Bizet est un très bon pianiste. Il a joué devant Liszt. Il aurait pu en faire une carrière. Il s'est orienté vers la composition, ce qui l'a amené à Rome. Mais voilà, le Palazzetto a sorti ce livre-disque qui est tout à fait intéressant et a contribué aussi à la première intégrale des mélodies qui est parue chez Harmonia Mundi, qui est une intégrale tout à fait intéressante. Alors, c'est une intégrale, il y a des œuvres de jeunesse et des œuvres de la maturité qui peuvent parfois un peu contraster, mais ça montre aussi la force mélodique et de comment Bizet s'est approprié, presque pas inventé le genre, il existait avant lui, mais
a donné vraiment un poids vraiment à cet art de chanter en racontant quelque chose. Hein, les mélodies sont des poèmes mis en musique. Il y a une adéquation vraiment entre la forme et le fond qui est formidable. Il y a des choses vraiment troublantes, notamment avec Cyril Dubois qui incarne vraiment ce répertoire à merveille. Donc c'est une très utile intégrale. On est très content de l'avoir arrivé. Vous avez l'impression, Jacqueline et Laure, que Carmen a un peu éclipsé le reste de l'œuvre de Bizet, que finalement on connaît Carmen, mais justement on ne connaît pas le reste et qui mérite d'être connu. Complètement. Carmen a éclipsé toutes les autres œuvres. Bizet, en fait, n'a pas vraiment eu de succès avant Carmen, même pas du tout de succès, bien qu'il ait remporté le prix de Rome de composition à 17 ou 19 ans, ce qui normalement est un tremplin pour les compositeurs. Lui a quand même subi... Que Ravel avait raté. Voilà, ce qui lui a quand même subi beaucoup d'échecs, et il disait « ce sera Carmen qui lavera mon honneur ». Ah oui. Et effectivement, Carmen, elle avait son honneur, mais il y a des choses très belles aussi chez Bizet, Les Pêcheurs de Perles, c'est un opéra très beau, et puis la symphonie en ut, par exemple, une symphonie en ut de Bizet, qui est très très belle, et où on voit aussi le talent orchestral de Bizet, la façon dont il a de gérer les instruments, d'orchestrer. On voit vraiment le talent de ce compositeur, et ça explique aussi que Carmen est un vrai bel opéra. C'est vraiment un très bel opéra. Oui, la symphonie est magnifique aussi. Elle a été énormément utilisée au ballet aussi, parce qu'elle est un support mélodique extraordinaire. C'est tellement bien construit, c'est tellement bien séquencé que vraiment... Oui, ça a beaucoup inspiré la danse, la chorégraphie, le Carmen de Bizet. Ça a énormément inspiré la danse, et ça a commencé en 1949 avec le fameux Carmen de Roland Petit, qui a fait la gloire de Zizi Jamère et de Carmen. Ça a créé donc en 1949 à Londres, et ça a été un succès qui ne s'est jamais démenti. Et puis ensuite, il y en a eu énormément. Il y a eu notamment Antonio Gades, qui l'a repris sur un ton flamenco, évidemment, ce qui a donné lieu au film de Saoura, où ils ont travaillé ensemble. Au cinéma, il y a le film de Rosie aussi, quand même, qu'on peut difficilement oublier, avec Mykènes Johnson, qui était magnifique. Il y a eu donc le Carmen de Rodion Chedrin, qui était le mari de Maya Plisetskaya au Bolchoï, qui avait repris Bizet pour en faire une espèce de suite. Et ça n'arrête pas, quoi. Il y en a en permanence. Et des adaptations aussi, des adaptations, je pense au film avec Dorothy Dandridge et Harry Belafonte. Jones. Voilà, qui a une adaptation dans le film de Preminger. Exactement, d'Otto Preminger, qui a aussi montrait l'universalité du sujet. Avec Belafonte aussi. Exactement, ouais. Voilà. Votre plus grand souvenir, pour terminer, aux uns aux autres, d'un Carmen, un interprète ou une interprète? Oh oui, bon, il y en a eu des quantités. Mais pour moi, c'est Béatrice Soria-Monzon, qui est une Carmen sobre, dramatique, tenue, un peu austère, pas exagérément séduisante et maniérée. Et elle l'a fait au Corrigi d'Orange, notamment 2 fois. Une fois avec Alagna, une fois avec Alvarez. Et j'ai demandé à Alagna ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, pour moi, c'est la Carmen. C'est ma meilleure Carmen. Or, il en a eu quelques-unes face à lui, et pour lui, c'est la meilleure. Bruno, un souvenir marquant? Le dernier, je crois que c'était la production de Rouen, qui était donnée à l'Opéra Comique. Donc là où était créé la première fois. Voilà, dans son écrin originel. C'est toujours un plaisir de voir ce spectacle, parce que c'en est un aussi. Et de l'écouter sans voir le spectacle ou pas? Moi, il me manque toujours quelque chose quand j'ai pas le décor. Alors évidemment, il reste les airs, c'est la force, mais le spectacle est quand même tellement impressionnant. Non, je pense qu'il faut le son et l'image. Alors que moi, je trouve que la musique peut suffire. C'est vrai. Oui, parce que vous êtes une femme de radio, donc vous n'avez pas besoin d'image. Et puis, on parlait à l'instant de la version de Chedrin, donc ce compositeur russe qui, en 69, écrit un Carmen suite, un ballet, donc sans paroles, sans voix, uniquement l'orchestre. Et c'est un petit bijou. Vous allez reconnaître tous les grands airs de l'opéra de Bizet, mais orchestrés, réécrits d'une façon
superbe, c'est une pièce magnifique, donc Carmen Suite de Chédrine, si vous voulez écouter, un petit bijou. Allez, on passe Et dansé par Maya, quand même. Et on passe de Bizet à Vivaldi, puisqu'il y a exactement 300 ans étaient publiés les 4 saisons qui ont été jouées seulement en 1728, 3 ans plus tard, au concert spirituel. On avait reçu Hervé Nickel il y a quelques semaines, ici même. Ça a été un triomphe partout, immédiat. Puis après, ça a disparu, puis ça a réapparu au XIXe siècle, puis surtout au milieu du XXe siècle. Et c'est surtout devenu un des tubes, hélas, parce que même sur les répondeurs téléphoniques, maintenant, vous avez les 4 saisons, ce qui peut devenir un peu agaçant parfois, parce que même quand vous écoutez les 4 saisons, vous avez l'impression que quelqu'un va répondre à un moment donné. Les publicités, le cinéma. Donc pareil, même question, pourquoi... Alors, on va commencer avec vous, Laure d'Autriche, parce que vous êtes violoniste. Il y a vraiment quelque chose dans ces concertos pour une violoniste? Oui, alors déjà début du XVIIIe siècle, une façon d'écrire pour le violon tout à fait nouvelle. Un violon soliste entouré par un petit orchestre à cordes. Ça annonce Paganini d'ailleurs un petit peu. Oui, exactement. Un siècle plus tard, Paganini, le grand virtuose italien, sera dans la lignée. Bien sûr, ce sera une autre époque où la virtuosité, la technique sera mise en avant. Mais chez Vivaldi, il y a l'idée d'utiliser le violon, de faire entendre le violon comme on ne l'a jamais entendu. Donc d'essayer de trouver des façons de le faire sonner avec l'archet, avec la main gauche, et il y a cette idée d'imiter la nature, évidemment. 4 saisons, les 4 saisons, on va appeler ça la musique descriptive, et ça va inspirer énormément de compositeurs. On est à une époque où déjà depuis quelques décennies, la nature est représentée aussi en peinture. Nicolas Poussin l'a représenté, Lully auparavant en musique l'a représenté, mais avec Vivaldi, on a quand même une façon d'utiliser le violon tout à fait nouvelle, légère, figurative, descriptive, et puis à nouveau cette façon de gérer, de faire entendre la musique, ces mélodies envoûtantes, ce violon qui plane avec simplement des cordes pincées de l'orchestre. Il sait varier son orchestre toutes les 2-3 minutes. Parfois, le soliste est tout seul, parfois la masse de l'orchestre est là, et il montre son savoir-faire. Je crois que c'est aussi pour ça que l'œuvre est restée, nous est parvenue, et autant jouée aujourd'hui, c'est qu'elle est envoûtante, et on y trouve énormément de choses. Et quand on apprend le violon, c'est un des premiers morceaux qu'on apprend. C'est un morceau difficile ou pas? Pas forcément, parce que c'est pas... Et il y a des concertos de Vivaldi qu'on apprend quand on commence, qui sont un petit peu plus faciles. Mais on peut jouer le printemps au bout de quelques années de violon. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a des passages quand même très difficiles. Après, pour bien jouer les 4 saisons, en particulier l'été, qui est ce mouvement très, très rapide, très tonitruant, pour bien le jouer et pas rater une seule note, il faut quand même être assez bon déjà. Bruno Guermont-Pré sur ces 4 saisons. C'est la force c'est la force à la fois de l'expression, enfin de quelque chose de très difficile à faire, une évocation de la nature instrumentale, c'est une sorte de défi. Et puis la qualité de composition, parce que moi j'ai toujours l'impression qu'on écoute un peu il y a presque un livret en fait sur les 4 saisons. D'ailleurs, le texte est très précis sur les moments que la musique décrit. C'est presque un oratorio en fait, dans lequel le violon aurait la place d'une voix. Et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, je pense que les meilleures versions des 4 saisons s'appuient sur cet argument, on va dire, pour développer et disséquer l'œuvre. C'est ce qui donne les versions les plus intéressantes. Très très loin des choses qui peuvent paraître un peu faciles, un peu fades. Il y a une sorte de rigueur aussi dans cette partition qui en fait la force, qui fait que des musiciens aujourd'hui se l'approprient avec plaisir. On va y revenir, Jacqueline. On dit d'ailleurs que le talent de Vivaldi n'est pas représenté suffisamment dans l'écriture des 4 saisons et qu'il était probablement très supérieur à ce qu'il fait faire aux violonistes. Justement, c'était quelqu'un de prodigieux. Moi, ce qui me touche dans les 4 saisons, c'est cet hymne à la nature, qui est donc évidemment un début de romantisme, d'une certaine manière, voilà, et qui est repris ensuite par Beethoven dans sa pastorale, qui est repris par Haydn dans les saisons. Et ce qui est amusant, c'est cette réflexion finalement sur le déroulement du temps, le renouvellement,
Et ça me fait un tout petit peu penser à ce qu'on pourrait appeler les 4 tempéraments de la nature, qui est un concept évidemment beaucoup utilisé dans l'Antiquité. Mais pour moi, ce sont vraiment les 4 tempéraments. Et je trouve que là, on a une espèce d'émotion permanente et renouvelée. Et j'aime beaucoup le titre du recueil qui dit « Confrontation entre harmonie et invention ». C'est le vrai titre du recueil. Et ça indique donc justement tous les bouleversements qui se produisent. Alors ça m'étonne beaucoup de la part de Vivaldi, qui est quelqu'un qui a dû vivre toujours dans une ville. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup habité à la campagne. Je crois qu'il était surtout à Venise. Ouais. Et dans des villes. Mais bon, il y a un rapport très, 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 très émouvant. Et Venise, justement, où Théotime Langlois de Swart a enregistré les 4 saisons récemment. Je vous propose de regarder un petit peu des images de cet enregistrement. Et puis on va parler de ce violoniste phénoménal. Qui régale. Exceptionnel. Bruno Guermont-Pré, vous l'avez rencontré pour le Figaro Magazine. Oui, je le suis depuis longtemps. Et Jacqueline aussi. Jacqueline m'en parle depuis des années de ce jeune homme. J'aime beaucoup la manière de conduire ses projets, de fonctionner aussi en famille. Donc, autour de lui, il y a le consort, avec Justin Taylor, avec Anna Seidenstein. Voilà, c'est vraiment une belle petite troupe de laquelle Théotime sort un petit peu. Là, on voit, il dirige, il est au milieu de ses musiciens à la place du chef d'orchestre. Il a ce don aussi pour la direction, qu'il travaille de plus en plus. On le voit à la baguette. Il a une petite trentaine d'années. Il est sorti des Arts florissants de William Christie. Mais il mène sa barque. Il a les 4 saisons, donc sa version là qui vient de sortir, est une version vraiment remarquable qui remporte tous les suffrages, même face à des versions historiques. Donc c'est vraiment un tour de force. Il l'avait très très bien préparé l'année dernière avec la parution des concertos pour violon. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi les concertos dans les 4 saisons. Je pense que cette génération, la force, c'est aussi de penser les programmes avec un environnement à l'œuvre et qui rendent aussi l'œuvre encore plus lisible. Et ça, il y a ce don dans cette génération, et Théotime l'a vraiment très fort. Je pense que c'est une génération qui adore chercher, donner de sa voix en fait dans des choses qui pourraient paraître des sentiers qui pourraient vraiment paraître rebattus, et il le fait vraiment très très bien avec une qualité instrumentale superbe. Voilà, et j'aime la démarche, j'aime l'enthousiasme, j'aime la force de caractère parce qu'il en a vraiment beaucoup, et ce naturel là. Tout le petit groupe là dans le consort, c'est vraiment formidable. Lors d'Autriche, vous avez bien sûr eu l'occasion de l'écouter. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que les 4 saisons, on l'a entendu 1000 fois, mais il y a quelque chose chez lui quand même. Oui, alors techniquement déjà, c'est vrai que c'est très très bon. La partition, comme vous disiez, on entend la partition. C'est vraiment une interprétation très lisible. Toutes les notes sont bien articulées. Et puis, on est aussi dans ces versions contemporaines, dans l'idée de se rapprocher le plus possible de ce que Vivaldi voulait. Donc, il n'y avait pas de chef d'orchestre à l'époque. Le violon soliste dirigeait les autres musiciens. On joue aussi de plus en plus sur instruments d'époque pour essayer de retrouver le son qu'aurait voulu Vivaldi. Et c'est cet ensemble de toutes ces choses. Et puis effectivement, quand même une perfection sonore. Là, on entend bien, c'est très très propre. L'articulation est parfaite. Le respect aussi de la partition, des nuances. Tout ça, ça joue énormément. Il faut une vraie solidité technique pour pouvoir ensuite donner le meilleur de soi-même, mais on imagine très bien Vivaldi en fait à l'époque, début 18e.
Il travaille dans cet orphelinat de jeunes filles à Venise, il compose des œuvres et il doit aussi enseigner à ces jeunes filles. Il est prêtre Il est prêtre, et ces jeunes filles deviennent des musiciennes hors pair, et on peut très bien imaginer un Vivaldi former le mieux possible ces jeunes filles. Il avait en particulier, il aimait beaucoup une jeune violoniste qui jouait très très bien. On imagine très bien cette jeune fille jouer ce genre de concerto et à un niveau exceptionnel, puisque dans ces orphelinats où on apprenait la musique, le niveau atteint était exceptionnel. Jacqueline ? Oui, alors moi j'ai un tout petit reproche à faire aux 4 saisons. Vivaldi, je me permets, de toute façon il est mort. Oui, il vous le n'ira reprochera plus pas. loin. Mais alors tout dépend évidemment de la façon dont on voit les saisons. Parce que Glazunov en a fait un ballet en Russie où il a commencé par l'hiver. Tchaïkovski a fait les 12 mois de l'année, les saisons, 12 pièces de piano, donc ça commence par les 12 mois de l'année. Et je trouve que finir sur l'hiver, c'est triste. Oui, parce qu'il commence par le printemps. Ouais. Voilà, je trouve que... Enfin, je comprends. Je me permets de penser qu'il faudrait une petite coda avec une resucée du printemps pour montrer que tout recommence. Le cycle. Et d'ailleurs, l'album de Théotime, L'Anglais de Swart, donne ce contexte. Et permet justement d'avoir un avant et un après. Et ça, il a vraiment très bien fait. C'est très utile à dans l'hiver, définitivement. Bon, le concert est fini, on s'en va, mais on aimerait bien que... Comme dans les films de Fellini, quand la petite fille revient sur la plage. Pour terminer, une dernière question. Est-ce que, comme pour Bizet, est-ce que finalement les 4 saisons ont éclipsé un peu le reste de l'œuvre de Vivaldi, ou c'est de toute façon le sommet qui n'a pas fait mieux ? Laure ? Chez Vivaldi, il y a quand même le reste du répertoire qui est connu quand même. Il a écrit de très beaux concertos pour violon, beaucoup d'autres qui sont très beaux pour mandoline, qui sont sublimes. Les pièces aussi, les opéras qui sont sublimes. Il y a une intégrale chez Naïve qui est toujours pas finie. Et il y en a, je sais pas, il y en a plus d'une vingtaine, c'est pas loin de 30. Donc, contrairement à Bizet, qui est mort quand même assez jeune, 36 ans. Vivaldi a pu avoir il y avait beaucoup de contraintes évidemment dans la vie d'un musicien vénitien de cette époque, mais il a quand même beaucoup produit aussi. Bizet aussi, un peu plus sur la contrainte, mais c'est vrai que l'œuvre de Vivaldi est immense quand même. Il y a une diversité de couleurs, de nuances, entre l'opéra, les concertos, la musique religieuse. C'est vraiment un beau massif. Et elle est beaucoup jouée. Et la musique de Vivaldi est aujourd'hui, évidemment, beaucoup redécouverte. Et si je peux ajouter un petit détail, à l'époque où c'est devenu un tube, comme l'Adagio d'Albinoni, les danses du Prince Igor, etc., il y avait un ensemble qu'on a un peu oublié, qui était celui du chef français Jean-François Paillard, qu'il a joué 1480 fois en concert. Il l'a joué absolument partout et il l'a enregistré 6 fois. C'était la redécouverte. Il faut savoir que Vivaldi, pendant presque 2 siècles... C'est la deuxième moitié. Un petit peu au 19e, il a ressurgi, et puis à nouveau enterré. Mais il a vraiment... D'ailleurs, pourquoi il a ressurgi au 19e et au 20e surtout ? Il y a eu un élément déclencheur, une personne qui a... Je pense que c'est par le violon quand même. Oui, je pense que c'est aussi l'instrument, mais c'est vrai que... Le retour au baroque. Voilà, et au 18e, en fait, on ne joue que la musique de compositeurs vivants encore. Voilà. Donc Vivaldi est joué jusque dans les années 1760-70. Ensuite, on ne le joue plus, il est décédé, on joue que la musique de compositeurs en vie, Mozart, Haydn. 19e siècle, un peu la même chose. Et c'est début 20e, le retour au baroque, la redécouverte, on rejoue Bach, on rejoue Vivaldi. Oui, sur le même moment. Voilà. Il y avait un petit creux dans les compositeurs que le grand public pouvait s'approprier, même s'il y a eu des talents considérables au XXe siècle, mais il est certain que c'était beaucoup moins facile d'écouter Shostakovich que d'écouter Mozart, par exemple. Donc l'absence de compositeurs vraiment intégrés dans le goût du public plus large, a permis le retour au baroque. Alors, Paillard n'était pas du tout ce qu'on appelle un maroqueux, qui a d'avis un mot, mais c'est un classique. Voilà. Donc, il y a eu le retour au classique qui s'est précisé avec le retour au baroque.
Allez, on reste dans le classique. On termine l'émission avec un peu le tour d'horizon. On commence par des actualités, notamment les festivals. Ça y est, c'est parti, les festivals, pour 3 mois de festival. Bruno, qu'est-ce que vous avez dans votre besace? Dans ma besace, alors j'avais envie de parler, alors peut-être le festival... Alors, on va commencer par une grosse machine qui est Aix-en-Provence. Bien sûr. Qui est le grand rendez-vous d'art lyrique et de création en France, qui a subi un affreux coup du sort parce que le festival a perdu son directeur général en la personne de Pierre Audi au printemps, une disparition soudaine qui affecte forcément le festival. La programmation de cet été est celle de la dernière, donc de Pierre Audi, qui incarnait aussi ce rendez-vous avec une grande sagesse, une forme de charisme très serein, et quelqu'un qui mettait en scène aussi, qui a proposé des créations pendant tout le temps à Aix, avec un grand respect du public. Enfin, c'est vraiment une grosse perte pour l'art lyrique. Donc on espère que le festival passera cette étape. Il existe depuis 1948, donc on peut espérer que... Voilà, mais il y a aussi les coups de rabot budgétaires que les festivals endurent un peu tous. Aix en particulier, je crois qu'ils ont baissé le volume de création, de production. Il y aura 1 ou 2 productions en moins cette année. C'était déjà acté, mais voilà. Donc il y aura plein de belles choses. Il y a un pêcheur de perles, il y a un Don Giovanni avec Simon Rattle à la baguette. Enfin, il y aura vraiment une très belle production encore à Aix. Donc c'est du 3 au 21 juillet, je crois. Voilà, rendez-vous de juillet, ouais, généralement habituel. Et là, en juin, tout de suite? En juin, on peut parler des Étoiles de Saint-Germain-en-Laye, qui est les classiques, ouais. Voilà, qui est sûrement le plus grand festival tremplin de France, dont l'intérêt est de mettre en avant les jeunes talents. On le voit, là, 200 jeunes talents sur l'affiche, c'est un score tout à fait honorable, avec un public qui ne vient pas forcément du classique, avec beaucoup d'actions scolaires, avec beaucoup d'actions pédagogiques, des parrains prestigieux. Je crois que cette année, c'est Patricia Petitbon qui vient faire la marraine entre autres, avec Laurent Corsia, et bon, il y a toujours 2-3 parrains chaque année. Donc c'est vraiment un beau moment de découverte. Il y a toujours plein de talents qui émergent de ce festival, avec une grande facilité d'accès aussi. Donc on n'est pas du tout intimidé quand on va aux Étoiles du classique. Et qui est tellement remarquable que le Figaro est partenaire. Laure d'Autriche, un ou 2 festivals. Oui, j'ai choisi deux festivals. Le premier, pour les amoureux de Chopin, le festival de Nohant, en région Centre-Val de Loire, qui a déjà commencé et qui se termine... Chez Georges Sand. Voilà, chez Georges Sand, et qui se termine fin juillet, dans le domaine de Georges Sand, où elle a vécu quelques années avec Chopin. Donc les concerts ont lieu ici. Le piano dans sa splendeur. Cette année, le thème, c'est Chopin l'Européen. Donc, les compositeurs qui ont gravité autour de Chopin à cette époque, son ami Bellini, Franz Liszt, voilà, les pianistes des années 1830, et en particulier avec un concert d'un des grands pianistes français, Lucas Debargue, qui est vraiment un de nos grands pianistes ces dernières années, qui a remporté le concours Tchaïkovski il y a quelques années maintenant. Donc, si vous passez par la région, par Nohant, il y a de quoi passer de bons moments avec des récitals de piano. Et puis le deuxième festival que j'avais sélectionné, celui du Périgord noir, dans le sud-ouest, au début du mois d'août, où là, voilà, dans les abbayes, dans les châteaux de la région, dans les églises de la région, il y a de quoi entendre aussi différents types de musique, avec un accent mis sur la Méditerranée, donc les musiques d'Albanie, d'Italie, du nord de l'Afrique, et puis vraiment une variété, une diversité. On parlait de musique baroque tout à l'heure, il y aura du Vivaldi, il y aura du Scarlatti, la musique pour orchestre, la musique de chambre, et puis pour ceux qui aiment le cinéma... notre amie Carole Beffa. Voilà, Carole Beffa, qui est compositeur, pianiste, et qui improvise sur un film muet. C'est un des grands spécialistes de ce genre le Mécano de la Générale de Buster Keaton. De format, voilà, et il est excellent là-dedans, donc il improvise avec les images devant vous, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment. Et il y aura Astrix Cyranocian qui était venu sur ce plateau il y a quelques mois. Jacqueline, quelques festivals. Voilà. Juste pour Carole Beffa, il l'a fait pour un film d'Eisenstein il n'y a pas longtemps que personne ne connaît. L'un des premiers, il a improvisé dessus. Il fait ça comme personne. Voilà.
des festivals pour vous? Alors, pour le festival, j'ai choisi une chose dont on parle peu, qui sont les jeudis musicaux autour de Royan, qui n'est pas le festival du violon sur le sable, qui est autre chose. Je m'en suis tenue à quelque chose qui commence incessamment. Et il y a dedans, alors c'est très joli parce que ça promène dans des lieux absolument patrimoniaux, magnifiques. Et il y a un concert que j'ai retenu, qui est une jeune violoniste qui s'appelle Iris Shalom, que je trouve absolument magnifique, qui a été nominée aux dernières victoires de la musique. Elle est excellente, Iris. Et elle joue dans un lieu qui mérite absolument le déplacement. C'est magnifique. C'est l'église Sainte-Radegonde de Talmont. C'est une église qui donne sur l'eau, qui est en façade, qui est sur une falaise. Et elle a été, par moments, un petit peu écroulée. Elle a été restaurée grâce à Malraux. Pas la falaise, l'église. Et l'église aussi, il y a des morceaux qui sont tombés. Mais bon, grâce à Malraux, c'est une église romane, évidemment. Et donc, Sainte-Radegonde de Talmont Malraux disait, c'était des pierres sublimes, indifférentes aux rumeurs des âges. C'est pas vrai puisqu'il est tombé et qu'il l'a un peu ressuscité. Voilà. Donc et Iris Shalom est une violoniste exceptionnelle, très française de style, très foréenne, voilà, très fine. Voilà. Et autre festival auquel je suis très attachée, c'est Bagatelle. On parlait de Chopin pour Nohant, on le retrouve à Bagatelle, où les Paskievitch, depuis 40 ans, puisque c'est la 40e édition du festival dans la Roseraie, cette année déroule encore toute une galerie de très jeunes pianistes. Alors, j'entends pas très bien le polonais, donc je peux pas vous dire les noms de tous les jeunes pianistes qu'ils ont dénichés, mais il y a cette année un hommage particulier à François-Frédéric Guy, qui est un de nos très très grands pianistes, alors qui est généralement considéré comme un beethovenien, mais qui en fait est un très très grand chopinien aussi. Donc c'est un festival absolument délicieux, et Chopin adorait les fleurs, mais je dois dire que ce qu'il préférait, c'était les violettes, et pas les roses. Donc il était un peu amoureux de la Dame aux Camélias. Et puis il y a le festival de Saint-Denis là, qui a commencé. Alors il y a le festival de Saint-Denis qui est évidemment une grosse machine et qui donne bientôt une passion de Bach aussi. Donc ça c'est, je crois que c'est la Saint-Jean qui est donnée. Voilà, donc ça c'est quand même avec l'orchestre de chambre de Namur. Donc ça sont quand même des événements à ne pas manquer. Mais Saint-Denis est déjà bien entamé quand même. Ouais. Et puis puisqu'on parle de piano, il y a aussi alors c'est fin août le festival Ravel. Oui. À Biarritz. Oui, qui est programmé par Bertrand Chamaillou et entre Cibourg et Saint-Jean-de-Luz, Cibourg où est né Ravel. Et alors c'est un festival assez génial puisque on aura l'occasion d'écouter la quasi-intégralité du répertoire de Ravel en 10 jours. Je crois qu'il y a très peu d'œuvres qui passent à l'as, quasiment tout est donné. Donc c'est un événement toujours plein de sens. Cette année, pour les 150 ans, on est dans aussi un anniversaire Ravel. Ouais. Voilà, donc c'est une belle performance d'avoir un panorama complet de l'œuvre d'un compositeur sur un festival, c'est rare. Et puis peut-être un mot sur Beaune. Oui, Beaune qui a une nouvelle direction, qui change un petit peu la formule tout en gardant l'ADN baroque romantique. C'est une formule ramassée sur 4 week-ends en juillet. Du vendredi au dimanche, avec des très belles productions. Il y aura une soirée du poème harmonique de Vincent Dumais sur le mariage de Louis XIV, avec toutes les musiques données lors de ce mariage historique, avec un beau travail de recherche. Sébastien Dossé aussi devrait donner, je ne sais plus ce que c'est, mais voilà, il y a aussi une programmation Rameau qui est formidable, avec un Dardanus, un platé réduit à 2 clavecins et voilà, c'est toujours un événement de musique baroque dans un écrin formidable, puisque dans la cour des Hospices et autour de Beaune, dans ces petits lieux dont les festivals bien implantés ont le secret. Festival, je vous signale que la semaine prochaine, au Figaro Magazine, vous avez notre guide annuel où il y a près d'une centaine de festivals qui sont répertoriés dans tous les classiques par notre ami Bruno Guermont-Pré. Allez, tiens, récemment, qu'est-ce que vous avez eu comme grande émotion de concerts, de spectacles qu'on pourrait revoir peut-être un jour? Énorme, pour des raisons différentes. L'une, c'est, il y a quelques mois, l'intégrale, enfin pas l'intégrale, une série d'albums Schubert chantée par Samuel Hasselhorn, qui est
j'ai rien entendu de tel depuis au disque Dietrich Fischer Disco ou Hans Hotter. Donc Harmonia Mundi a entrepris d'enregistrer les principaux leaders de Schubert sur 5 ans, qui correspondent aux 5 dernières années de la vie de Schubert, c'est-à-dire de 24 à 28. Et donc, ils en sortent un tous les ans. Et vraiment, l'enregistrement de Samuel et son concert Salle Cortot, l'un des problèmes de la Salle Cortot a longtemps été que les sièges grinçaient. Donc, si vous voulez... Un petit peu quand même encore. Il faut choisir le bon. Alors, au premier concert de Samuel, j'ai dit, bon, c'est tellement beau que plus rien ne grince. Et puis, j'ai appris qu'ils avaient réparé, quand même. Ah. Donc, ça m'a un tout petit peu remis sur son état. Mais bon, c'est un baryton qui ne respire jamais. On a l'impression que tout coule, que tout est souple. Et il est accompagné par un pianiste magnifique qui s'appelle Amiel Bouchakevitz. Et tous les deux, Schubert coule comme un flot. Et monte et descend avec ses angoisses, ses joies. C'est vraiment absolument extraordinaire comme Schubert. L'autre coup de cœur, là, je dirais que c'est moins émouvant, mais c'est plus intellectuel. C'est la version du Paradis et de la Pairie de Schumann, qui a été donnée à la scène musicale par Laurence Equilbé, avec Insula Orchestra, voilà, et son chœur Accentus, voilà. Et c'était très exceptionnel, enfin, ça l'est un peu moins, mais on donne très peu cet oratorio de Schumann, qui est un peu moins beau que ces scènes de Faust, quand même, qui sont plus achevées. Mais pour une fois, il y avait un semblant de mise en scène, avec une vidéo, ce qui quand même allégeait un peu le propos, parce que c'est une œuvre lourde. Elle était extrêmement bien chantée. Il y avait Samuel Hassenhorn dans un petit rôle. Et surtout, ce qui était étonnant, c'est de prendre conscience, en écoutant ce Paradis et la Pairie qui est orientalisant, qui est axé sur Thomas Moore, l'Irlandais, mais surtout de voir avec quelle violence déjà la germanité wagnérienne se manifestait chez Schumann, avec le sang du héros purificateur, toutes ces valeurs de la fin du XIXe siècle qui ensuite allaient se dégrader, évidemment, sont déjà présentes chez Schumann. Blut und Boden. Ouais. Donc c'est très intéressant de se plonger dans ce pré-nationalisme. Laure Moi, il y a 2 disques qui m'ont marqué récemment. On parlait de violon tout à l'heure. Surtout vous Oui, avec Vivaldi, surtout moi aussi, oui. La jeune violoniste espagnole Maria Dueñas, 22 ans, qui vient d'enregistrer les Caprices de Paganini. Et c'est une version, à mon avis, exceptionnelle. On a souvent chez Paganini des interprétations purement techniques, purement virtuoses. Et elle réussit à 22 ans seulement à faire surgir toute la musique de cette œuvre de Paganini, qui était un fan de bel canto, qui était un fan d'opéra. Chaque note chante, alors que c'est extrêmement difficile. Je trouve que c'est une prestation vraiment exceptionnelle. Ça, c'était mon premier coup de cœur. Chez Deutsche Grammophon. Chez Deutsche Grammophon. Et le deuxième, c'est du violon à nouveau. Et à nouveau chez Deutsche Grammophon, c'est la violoniste coréenne Kim Bom-sori, qui enregistre les concertos romantiques de Max Bruch, un grand concerto du répertoire, et du XXe siècle de Korngold, compositeur américain, qui est très très beau. Si vous ne connaissez pas, je voulais mettre l'accent là-dessus, parce que compositeur d'origine juive, qui a fui Vienne dans les années 30 face aux persécutions nazies, qui compose ce concerto pour violon en 45. Il a beaucoup composé pour le cinéma. Il a beaucoup composé pour le cinéma, et ce concerto pour violon est comme une musique de film. Et ça montre aussi qu'au XXe siècle, on a aussi une musique lyrique, une musique romantique. Korngold était un petit Mozart, un enfant prodige à 10 ans. On le considérait comme un petit Mozart. Kim Bom-sori livre une interprétation très très belle. C'est très envoûtant, c'est très enlevé, et c'est vraiment une très très belle interprétation où on entend la musique de John Williams avant l'heure, la musique de Star Wars avant l'heure. Le concerto pour violon de Korngold, c'est vraiment une très très belle page de l'histoire de la musique. Quelques albums, Bruno Oui, alors moi j'ai une petite séquence américaine avec 2 ensembles un peu différents. Il y a une intégrale, enfin c'est pas une intégrale, ou presque intégrale de Steve Reich qui est sorti chez Warner. C'est les 80 ans du compositeur, qui a fait l'objet l'année dernière d'une monographie pour le festival Présence
organisé à la Maison de la Radio, qui a rempli les salles. C'est agréable de voir de la musique contemporaine qui remplit les salles et qui suscite l'intérêt à ce point. Mais Steve Reich, c'est une figure. La boîte est vraiment très bien faite, elle est chronologique. On a de clapping music jusqu'à Music for 18 Musicians. C'est un pavé de tubes aussi, parce qu'il y a de la création à ces tubes, et c'est passionnant de pouvoir refaire ce chemin avec un compositeur majeur, toujours parmi nous. Et puis, l'autre séquence américaine, c'est Hallelujah Junction. C'est un programme mené par Lucas Genouzias et Anna Jejuskiewicz, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un programme consacré à Adams, George Gershwin, Aaron Copland, Stravinsky dans sa période américaine, un deux pianos, un 4 mains de piano. Et c'est vraiment un disque passionnant. La musique américaine du XXe est passionnante, on le sait pas toujours. Moi, j'ai une passion pour Aaron Copland, il y a des choses vraiment extraordinaires. Et George Gershwin, évidemment, mais voilà, c'est vraiment un programme bien mené que j'ai adoré. Et puis Bach, toujours, parce qu'il y a la Bach inspire vraiment les interprètes. Je pense que j'aurais pu faire une chronique de 20 disques de Bach aujourd'hui qui ont l'intérêt. Oui. Alors, Raphaël Pichon, qui sort une messe en si vraiment majeure, et qu'il adore mener un peu partout. Elle est sortie chez Harmonia Mundi, elle vaut vraiment la peine. Et je voulais mettre l'accent sur un programme de Bertrand Cuillère, qui est sur les concertos pour 3 avec la clavecin, qui sont des concertos peu joués, qui sont assez difficiles à mettre en œuvre et qui sont vraiment magnifiques. Bertrand Cuillère a réuni plusieurs clavecinistes, dont Jean-Luc Haut, dont Violaine Cochard, dont Olivier Fortin et Pierre Gallon, je crois que j'oublie personne. Et c'est un exercice vraiment jubilatoire de clavecin. C'est une bacchanale de clavecin avec une œuvre géniale, vraiment difficile à mettre en œuvre et qui est ici dans une belle transparence. C'est enthousiasmant. Jacqueline, j'ai une bonne nouvelle, il nous reste 2 minutes. Vous allez pouvoir parler de danse pendant 2 minutes. Oui. Un peu de la musique. Alors, je vais essayer de faire 2 choses en 2 minutes. Donc, la première chose, c'est le ballet de Thierry Malandin, qui a été créé il y a très peu de temps. Thierry Malandin, chorégraphe à Biarritz, va bientôt prendre sa retraite l'année prochaine. Donc, il le vit un petit peu douloureusement, parce qu'il va devoir quitter sa troupe, qui sont comme ses enfants. Et donc là, c'est qu'un chorégraphe extrêmement musicien, mélomane, mais plus que mélomane, vraiment musicien. Il a pris des mélodies de Saint-Saëns qui sont très peu chantées. Extrêmement peu. Il a composé un ballet qui s'appelle Minuit et demi. Donc évidemment, ça commence par la danse macabre, qui n'est pas une mélodie, donc qui s'entreclique. Et puis ensuite, il y a des séquences d'une subtilité, d'une poésie, d'une fluidité. C'est un des plus beaux ballets que j'ai vus de Thierry Malandin. Donc ça va être repris abondamment. Il avait déjà fait des 4 saisons il y a 2 ans. Ça, j'y reviens. Et puis l'autre chose importante, c'est un disque qui est mi-musique, mi-danse, qui est Le Dieu bleu. Ça, c'est une chose importante. Le Dieu bleu. Voilà. Ouais. C'est une résurrection extraordinaire parce que c'est une partition qui a été composée par Reynaldo Hahn en 1912 pour les ballets russes. Bon, Reynaldo Hahn, qui n'est pas que le compositeur de Ciboulette, qui est aussi un très grand compositeur, et dont Bernard Gavotti, qu'on a eu au Figaro Magazine, était l'exécuteur testamentaire, d'ailleurs. Et Le Dieu bleu était un ballet somptueux, mais malheureusement, il a été un peu dans l'orbite du Scheherazade, qui avait été un succès phénoménal, donc le succès ne s'est pas repris. Et ensuite, ça a été un peu redonné à Londres, avec les plus beaux dessins et costumes que Bach s'était jamais fait. Et puis, c'est tombé complètement dans l'oubli. Et les frivolités parisiennes, qui sont un ensemble qui ressuscite la musique française un peu lyrique, un peu légère, a repris cette partition, qui est absolument magnifique, d'un orientalisme léger, mais d'une composition, d'un raffinement total. Comme vous, chère Jacqueline, merci infiniment. Merci Laure d'Autriche, merci Bruno Guermont-Pré. C'en est fini de ce club consacré à la grande musique classique. La semaine prochaine, on parlera de polar, puisque nous aurons pour invité Franck Tillier. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.